Bonjour à tous! Bienvenue à Hebdo4, votre émission des nouvelles régionales. Voici la programmation pour notre édition du 8 octobre. Les nouvelles installations du centre plein air La Souche de Port-Daniel-Gascon, une discussion avec la mairesse de Saint-Ézéard, la journée mondiale du refus de la misère, l'inauguration officielle des nouveaux locaux de chez SNC, la semaine des entrepreneurs à l'école et votre chronique Rendez-vous. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Tout d'abord, on découvre les nouvelles installations du centre plein air La Souche à Port-Daniel-Gascon avec Éric Huard, directeur des loisirs, et Isabelle Soucy, technicienne en loisirs pour la municipalité. Aujourd'hui, c'est la journée de découverte. On découvre les nouvelles installations qu'on a mises en place. Le projet du centre plein air a commencé en 2021 avec un programme là, pour l'amélioration des sentiers pédestres du gouvernement du Québec. On a eu un montant de 86 000, si je ne m'abuse, pour justement faire le jardin des générations, un petit parcours d'hébertisme. Aussi, on en a profité pour baliser un bel abri à la fin du parcours. C'est un petit sentier de 2 km, mais aussi la partie jardin des générations, qui est à peu près 500 mètres, aucun dénivelé. Ça peut être accessible personnes à mobilité réduite, personnes avec de la difficulté, cannes, marchettes. Ça peut être fait. Puis aussi, c'est vraiment le fun. Les grands-parents avec les petits-enfants. Les petits-enfants font le parcours d'hébertisme et les grands-parents peuvent continuer la marche à plein d'air de repos. C'est de toute beauté. Les personnes âgées peuvent le faire en toute sécurité, sans avoir peur de tomber ou de se tromper de chemin. C'est vraiment bien balisé. Puis il y a des bancs pour se reposer, j'imagine? Oui, il y a des bancs pour se reposer, des zones d'ombre. On fait aussi on passe de différents milieux, soit des érablières, sapinières, des cédrières. Est-ce que tu pourrais me parler? Qu'est-ce que tu as organisé ici récemment? Récemment, cet été qui vient de terminer, j'ai organisé ici même au centre plein air des activités d'initiation à la pétanque avec notre tout nouveau terrain. Puis je dois dire que ça a vraiment été populaire auprès de la population. Là, il y a un bon groupe de citoyens maintenant qui jouent là, quasiment tous les jours, à chaque fois qu'il fait beau. Le parcours d'hébertisme, en fait, là, c'est un sentier qui est adapté pour les jeunes. Puis il y a des petites installations, des bûches, des bouts de bois, des filets. Donc vraiment très ludique là, pour se promener. Prochainement, je crois que tu as une activité d'organiser. Oui, l'année passée, on avait fait appel à Parcours ludique. Donc, c'est un jeu qui est très ludique, encore une fois. C'est pour profiter du plein air, mais en même temps, à la fois de jouer aussi à l'extérieur. Puis, c'est avec une application sur le téléphone, puis c'est tout à fait gratuit. Puis, c'est fait pour les familles avec les jeunes enfants. Puis, donc, c'est de profiter du sentier en jouant à un jeu, donc électroniquement, mais aussi en vrai. Donc, il y a plusieurs stations, puis ça prend à peu près une petite demi-heure là, pour jouer, puis c'est très le fun, là, ça fait différent. Ça va être quand exactement, cette activité-là? Ça va être du 6 octobre au 6 novembre, donc pour le mois au complet, puis on vient vraiment quand on veut, soit très tôt le matin, en après-midi ou le soir. Il n'y a pas d'heure. Faut-tu s'inscrire en quelque part? Non, il va y avoir une affiche à l'entrée avec un code QR. Puis à ce moment-là, on télécharge l'application si on ne l'a pas déjà. Cette année, ça va être l'amulette de Balthazar. C'est-tu ouvert à l'année? Le centre plein air il est ouvert principalement durant l'automne et l'hiver parce qu'ici, il y a la piste de motoneige qui passe ici. Mais le jardin de génération, le volleyball, la pétanque, les jeux d'hébertisme, c'est ouvert, c'est toujours, c'est à l'année. On a un restaurant, ça s'appelle le restaurant traiteur Mima, qui est juste ici. Eux, ils sont principalement ouverts là, du mercredi au dimanche, mais les journées pour le printemps et l'été, c'est juste les fins de semaine. Puis si je regarde derrière moi, là, je vois des fat bikes, des vélos de montagne. Vous prêtez ces équipements-là? Oui, les équipements sont prêtés gratuitement. C'est un autre projet qu'on avait eu avec l'URLS. On a des vélos, 2 fat bikes avec les casques. En hiver, on a aussi une dameuse pour faire les sentiers, qui fait le sentier de raquettes, aussi le sentier de ski de fond. Puis à ça, on prête les raquettes, les skis de fond
et les skis de fond, bâtons et les souliers. Y a-t-il des frais pour ça? Aucun frais. C'est gratuit. Fait que j'arrive ici avec ma famille, puis on fait juste s'enregistrer, puis ils nous passent les équipements. C'est ça. Une pièce d'identité, on remplit un formulaire et on est prêt à profiter des lieux. Mais si jamais vous avez des idées, soit pour l'hiver, communiquez avec le département des loisirs, soit moi ou Éric, le directeur aux loisirs, par courriel ou par téléphone à la municipalité. Lors de notre rencontre avec la mairesse de Saint-Ézéard, Mme Paquerette-Poirier, nous avons discuté de divers sujets relatifs à la municipalité. Pouvez-vous m'expliquer un peu le processus pour la vente de l'école primaire? L'école primaire, on l'a placée en vente en espérant d'avoir des promoteurs. Finalement, on a eu un promoteur. Puis, le plus ironique là-dedans, c'est que c'est un ancien de Saint-Ézéard. C'est un jeune de Saint-Ézéard qui va avoir l'école une fois que le contrat va être signé. C'est quoi le projet qui va être développé? Bien, ce qu'on demandait dans notre document, c'était d'avoir au moins 6 3,5 de compléter en 2 ans. Ça, c'est parce qu'on veut avoir des appartements à Saint-Ézéard. Fait que on a dit, bien, on va vendre l'école, mais à conditionnel à ce que ce soit des appartements. Finalement, on ne l'a pas vendu tellement cher. On l'a vendu 30 000 $. Puis, il va y avoir, cette promesse-là va toujours être là avec la vente de l'école. On est présentement en face du bâtiment Le Tremplin. Pouvez-vous m'expliquer le lien avec votre 100e anniversaire? Oui. Ici, on a le tremplin et ça, c'était la première chapelle-école de Saint-Ézéard. Fait que les enfants du village venaient à l'école ici et je te dirais qu'elle a changé souvent de vocation. Ça a été, à un moment donné, ça a été des appartements, ça a été un restaurant, ça a été un bar. Et puis, il y a à peu près une douzaine d'années de ça, les gens ont décidé de le reprendre et de reproduire ce qui était à l'origine, finalement, du bâtiment. Et maintenant, c'est un centre d'art. C'est quoi les projets pour votre 100e anniversaire de la municipalité? Mais justement, l'été prochain, on va fêter le centenaire de Saint-Ézéard et il y a beaucoup de spectacles. Il va y avoir des spectacles, mais je peux pas dévoiler la programmation. Elle n'est pas encore complétée, mais on a quand même un gros nom qui s'en vient pour nos spectacles. Il va y avoir c'est beaucoup des retrouvailles. C'est évident que la population a vieilli, mais on a aussi beaucoup de jeunes d'établis présentement à Saint-Ézéard. Fait qu'on va essayer de mixer, là, d'avoir de quoi pour satisfaire tout le monde. Mais c'est plus des retrouvailles qu'autrement. La grotte de Saint-Ézéard, elle a fermé un peu plus tôt cet été. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Bien, c'est triste à dire, mais c'est toujours le manque de guides, manque de ressources, manque de travailleurs. Fait que oui, effectivement, elle a dû fermer plus tôt cette année parce qu'il n'y avait pas les guides. En espérant que le début de la saison prochaine, on va pouvoir retourner aux horaires habituels. Oui, puis il va peut-être y avoir des changements, mais ça, on ne peut pas en parler tout de suite. Mais il y a des choses qui vont probablement se faire là, avec les grottes de Saint-Ézéard. Parce que c'est quand même un joyau, les grottes de Saint-Ézéard. Il n'y en a pas comme ça au Québec. Fait que faut que ça soit traité. Ben moi, je dis un petit peu comme Miguacha, un petit peu comme le Rocher Percé. C'est quelque chose d'exceptionnel. Fait que il y a des choses en cours, des discussions en cours pour justement que, oui, ça reprenne, mais de façon peut-être plus efficace. La municipalité de Saint-Ézéard a beaucoup de projets, je crois. Effectivement, on a beaucoup de projets. On a fait beaucoup de projets. Si on regarde ici la chapelle-école qu'on a toute rénovée, avec des programmes de la MRC. On a le camping qu'on a rénové aussi. On va installer un parc en avant de l'église. Il y a un jardin communautaire. On a demandé une subvention pour un jardin communautaire. C'est sûr que le projet le prioritaire, c'est l'aqueduc. Donc, effectivement, depuis quelques années, je dirais plus de 3 ans, notre eau est contaminée. Donc, il faut installer le système de chloration pour notre eau. Et ça devrait se faire dans l'année qui est en cours. C'est un gros projet. Fait que, à ce niveau-là, bien, on va commencer par là. Le 17 octobre prochain, c'est la Journée internationale pour l'élimination de la pauvreté.
Le collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté organisera une activité dans le cadre de cette journée. Nous avons rencontré Louise Gallien pour en discuter. Collectif gaspésien, ça fait quoi? Ça offre quoi comme service? Oui, en fait, c'est un regroupement d'une dizaine d'organismes communautaires de la Gaspésie, ainsi que de quelques personnes citoyennes qui peuvent venir aussi assister aux rencontres. On existe depuis une quinzaine d'années, puis ensemble, on veut travailler à ce qu'on ait une société avec moins de pauvreté. On veut rappeler à nos élus municipaux, provinciaux, fédéraux qu'ils ont un rôle à jouer dans la lutte à la pauvreté, dans avoir moins d'inégalités socio-économiques, dans la lutte aux préjugés aussi beaucoup. Fait qu'on est là un peu pour organiser des activités dans ce sens-là. Je crois que vous avez une activité d'organiser dans pas long. Oui, exactement. Le 17 octobre, en fait, c'est une journée symbolique parce que c'est la journée internationale d'élimination de la pauvreté, qui était anciennement appelée la journée du refus de la misère. Puis, on a décidé d'organiser une soupe populaire. On revient à la base de c'est quoi la lutte à la pauvreté, puis on va faire ça à la salle multifonctionnelle à Caplan. C'est ouvert à toute la population, c'est gratuit. Il va y avoir, c'est ça, un repas, des prises de parole de personnes qui vont avoir préparé des petits speeches. Il va y avoir des activités, de l'animation. On veut vraiment comme rejoindre le plus de monde possible dans tout ce qui est sensibiliser à c'est quoi la pauvreté, puis se rappeler qu'il n'y a personne qui est à l'abri de vivre un épisode plus difficile. Le 17 octobre, c'est à quelle heure exactement? Ça va être de 11h à 14h. On invite évidemment les gens à venir à 11h pour qu'on puisse participer le plus longtemps possible ensemble. Puis même, j'inviterais même les gens à s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse prévoir la bonne quantité de soupe et de matériel. Donc, les gens peuvent appeler au 418-364-3157 pour dire « Hey, je serais intéressé à venir à l'activité ». Ça engage à rien, il n'y a vraiment pas de coût. Puis on vous le dit, là, on va en faire de plus de la soupe. Fait que comme ça, si jamais vous décidez dernière minute, il y aura de la place aussi. Mais chaque personne qui confirme nous permet d'être le plus proche possible de la bonne quantité à faire. Puis il va y avoir des petits ateliers ou de discussions entre les gens? Oui, on voudrait animer un peu cette rencontre-là. J'aimerais ça savoir, c'est quoi les souhaits des gens en Gaspésie par rapport à la pauvreté? Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous? Qu'est-ce que le gouvernement pourrait faire? Ou si même, si les gens ont des revendications de dire ça n'a pas de bon sens, ça va être parfait. On veut vraiment trouver des façons d'animer les discussions parce que c'est ensemble qu'on va savoir c'est quoi que la Gaspésie aurait besoin pour lutter contre la pauvreté. Oui, puis de ne pas hésiter, puis de ne pas être gêné, parce que souvent, les personnes qui ont des situations financières précaires, ils se sentent exclus, justement, de la société, hein? Ben oui, tout à fait. Puis c'est de se rappeler que des fois, on pense qu'on est à l'abri puis que tout va bien, mais on ne sait jamais à quel moment dans notre vie ça peut devenir plus fragile. Autant ces temps-ci, on le voit avec la hausse du coût de la vie. Il y a des gens qui n'ont jamais eu de difficulté à remplir le garde-manger, que là, ces temps-ci, ça devient difficile avec la hausse des loyers, avec tout. Faut vraiment pas se sentir gêné. Il y a des super organismes sur le territoire. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés par rapport à la pauvreté, hein? Oh oui, les préjugés, ils ont la vie dure par rapport à la pauvreté. Puis en ce moment, en fait, on travaille même, on aimerait ça organiser des petits ateliers ou des formations pour venir un peu déconstruire des idées. Parce que souvent, c'est pas des mauvaises intentions, mais on sait juste pas les faits sur certaines situations. Comme quand je pense à la pauvreté, un des préjugés qu'on entend souvent, c'est « Mais là, les pauvres, ils ont juste à aller travailler, Louise. Tu sais, voyons donc, ils cherchent du monde partout. Ouais. » Puis moi, j'aime ça quand les gens me disent ça parce que je leur rappelle que sur 10 personnes en situation de pauvreté, il y en a 4 qui travaillent déjà. Ils travaillent au salaire minimum, travaillent à temps partiel, travaillent saisonnier. On sait c'est quoi en Gaspésie le travail saisonnier. Et ils peuvent pas travailler temps plein parce qu'ils n'ont pas de place en garderie. Ensuite, il va y avoir 3 personnes et demie qui sont retraitées. Ils sont à retraite, mais sont sous le seuil de la pauvreté parce que c'est ça que le revenu qui leur revient dans les poches ne permet pas de payer tout ce qu'ils voudraient. Ensuite, il nous reste 2 personnes et demie. Hey Louise, ces 2 personnes et demie-là, ils peuvent aller travailler eux autres. Mais en fait, ces 2 personnes et demie-là, c'est des personnes qui vont être prestataires d'aide sociale. Puis sur ces 2 et demie-là, il y en a une et demie qui est considérée inapte au travail en ce moment, qui a une contrainte temporaire. Ça peut être une maladie, une situation de handicap, peu importe. Fait qu'il nous reste une personne sur les 10 personnes en situation de pauvreté que celle-là pourrait aller travailler. Mais est-ce qu'en ce moment, elle est capable d'y aller?
Est-ce qu'elle vit de la discrimination? Est-ce qu'elle a un transport pour se rendre travailler? Fait que je pense qu'il faut sortir de cette logique facile de pour sortir de la pauvreté, il faut travailler. C'est plus complexe que ça. Puis c'est un peu là-dessus qu'on travaille au collectif Gaspésien. Notre situation financière est liée étroitement avec notre santé mentale aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis je pense que les organismes l'ont beaucoup réalisé sur le terrain depuis l'inflation qui augmente et qui augmente. Les gens qui sont plus stressés, qui vont vivre des épisodes de détresse. Les organismes en santé mentale ont vu une augmentation des appels qui ont été faits, des gens qui disent « j'y arrivais et j'y arrive plus ». Des fois, des gens qui sont capables de dire aussi « tout va bien dans ma vie, sauf mon budget, puis je sais pas quoi faire, j'ai pas été habituée avec ce casse-tête-là. » Puis ce qu'on a envie de dire aux gens, c'est qu'il y a des super organismes, des super ressources, d'aller chercher de l'aide, ça vaut vraiment la peine. Il y a des gens avec le cœur sur la main qui vont pouvoir les aider. C'était une expérience empreinte de fierté lorsque nous avons visité les nouveaux locaux de CHNC. Les sourires sur les visages de chacun des travailleurs de la station en disaient long. En voici quelques images. Quel événement qui t'a le plus marqué au fil des années à la radio ici? Ça en est tellement passé à CHNC, mais je pense que ce qui était déterminant puis qui était marquant, c'est l'achat de la station de radio. Le jour où on a décidé, tous ensemble, tous les employés, d'embarquer dans cette aventure-là, parce qu'on partait de loin quand même, puis de se dire, on va acheter la compagnie, puis on va la faire avancer. Finalement, c'est ce qui est arrivé, puis on en est bien fiers. La coopérative Le Travailleur a été formée officiellement en 2005 et par la suite, là, ça a pris 2 ans avant que finalement on devienne propriétaire de la station CHNC en 2007. Et depuis ce temps-là, bien évidemment, on était une station AM, on est passé au FM 1 an plus tard et on est sur la bande FM depuis cette époque-là. Alors ça fait quand même assez longtemps, là, mais ça va très bien. En parlant d'implication, je crois que tu es président du conseil d'administration. Oui, c'est ça. Et à tous les ans, en fait, je suis président du conseil d'administration depuis 2005. Puis un peu comme Dominique Michel, j'arrête pas de dire, c'est ma dernière année. Finalement, je reviens. Alors, ça fait quand même un bout de temps, mais je vais essayer encore l'année prochaine de déléguer ma présidence à quelqu'un d'autre. L'idée première d'avoir trouvé des nouveaux locaux, bien évidemment, c'était une obligation. Parce qu'on voulait donc pas nécessairement se départir des installations de New Carlisle, mais ça requérait tellement d'investissement. Puis comme diffuseur, on fait de l'information, on fait des nouvelles, on fait de la musique, du divertissement. On n'avait pas besoin tant que ça d'être propriétaire d'un bâtiment. On a décidé d'aller vers une location, donc d'où notre déménagement il y a 2 ans. C'est une belle idée qu'on a eue. La nouvelle direction qu'on a chez nous, Georges Davio, qui est arrivé avec cette magnifique idée-là. Moi, j'aime faire la comparaison des fantômes du Forum de Montréal. On a tellement d'histoires. On n'est pas aussi vieux que les Canadiens de Montréal, mais quand même 90 ans. Les fantômes du Forum ont déménagé un petit peu au Centre Bell, mais nous autres, on s'est dit, tiens, on pourrait justement amener cet héritage-là dans nos nouveaux locaux à Passepébiac. On va retrouver le bureau du directeur, qui est le bureau Charles Hood, qui est le fondateur de CHNC. CHNC qui signifie en passant Charles Hood New Carlisle. Ensuite, on retrouve le studio de production. Il est nommé le bureau de Arthur Hood, qui était le fils de Charles, puis qui a été technicien, qui était propriétaire aussi de CHNC. C'est de lui qu'on a acheté d'ailleurs, qu'on a fondé la coopérative des travailleurs CHNC. Le studio René Lévesque, évidemment, précurseur chez nous, là, qui a commencé, dans le fond, ses premières expériences journalistiques ou de micro. Il faisait des traductions de textes en anglais. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'on a nommé le studio René Lévesque, en plus avec l'année des 100 ans de René Lévesque, qui était souligné. Diane Poirier également, qui est une employée qui était longtemps à CHNC pendant 50 ans, même employeur unique, qui vient de prendre sa retraite après 50 ans. Je ne le dis pas trop fort, mais elle rentrait à CHNC l'année que je suis né. Ça m'impressionne, on faisait des blagues avec ça, elle et moi. C'était un bel honneur qu'il fallait lui rendre justement à notre salle de conférence qui s'appelle Diane Poirier. C'est vraiment extraordinaire, comme on dit, c'est vraiment une belle place. C'est une place d'affaires. C'est une place pour faire de la radio. Avant, c'en était une aussi, mais c'était tellement vieux, ça demandait tellement de rénovation, il y avait tellement eu de divisions, de subdivisions que c'était complexe un peu de travailler là-dedans. Oui, ça fonctionnait tout ça, mais là, c'est vraiment
dessiné, conçu pour faire de la radio, avoir des bureaux, des vrais bureaux place d'affaires. Je pense que le bureau que j'occupais avant, c'était l'ancienne chambre à coucher de M. Wood, je pense, dans laquelle on avait mis 4 bureaux, mais c'était correct. Mais je veux dire, c'était pas conçu nécessairement comme un bureau officiel l'est là, présentement. Toi, quand est-ce que tu as su que tu voulais être animateur? Mon Dieu, je pense que ça... Vous avez parlé de mon Dieu, en faisant des lectures à la messe. Au primaire, j'ai toujours une faculté, tu sais, de m'exprimer, parler en public. Au secondaire, je pense que j'aurais pu collecter des amis, des élèves pour faire les exposés oraux à leur place. Une entrevue qui t'a vraiment marqué, que t'as faite? Bien, Céline Dion. Oui, Céline Dion. Elle donnait un spectacle à Chandler. Puis on parlait de ménage, puis on parlait de toutes sortes de choses banales. C'est assez particulier, on a encore des extraits de ça. Au téléphone, j'ai interviewé Michel Louvain il y a quelques années. Puis, alors, pendant l'entrevue, j'avais préparé des extraits, évidemment. Tu sais, plusieurs extraits, il y a tellement de succès, tu sais, de Michel Louvain. Et puis, il entendait les extraits, évidemment, au téléphone. Puis à un moment donné, je dis, il chante. Alors, j'ai baissé, comme opérateur, le volume de ce qu'il jouait pour le laisser chanter au téléphone. Dans la même lignée, à peu près, pour son spectacle dont j'oublie le nom de Grégory Charles, il s'était mis à chanter puis à jouer du piano, au téléphone toujours. Fait que, tu sais, même si on est à distance, la radio permet ça, tu sais. Puis je suis convaincu que, moi, c'est ça que j'aime de la radio aussi, c'est que c'est un média d'image. Puis les gens se font bien des films. Tout le monde qui écoute se fait un film. Fait que Michel Louvain qui chantait dans sa cuisine, dans sa salle de bain, dans son char, dans son garage, aucune idée. Les gens se faisaient une image de Michel Louvain, peut-être en pyjama, je sais pas, mais en train de chanter ses chansons à la radio. Même chose Grégory Charles. Je dis, puis moi-même, dans quel environnement il est pour faire ça présentement? Il chante. Je trouve que ça fait des beaux moments de radio, des belles rencontres, je trouve. La responsable de la Semaine des entrepreneurs à l'école, Eliane Joseph, fait appel aux entrepreneurs pour venir inspirer des classes d'étudiants de tous les niveaux scolaires sur l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux me parler de tes fonctions à la MRC de Bonaventure? Oui, j'occupe les fonctions d'agente de communication et je suis aussi responsable régionale du défi Ose entreprendre et de la Semaine des entrepreneurs à l'école. Puis ça fait 1 an et demi que je suis en fonction ici à la MRC. C'est le temps des inscriptions pour le défi Oser entreprendre. Tu peux m'en parler? Donc, c'est plus pour la Semaine des entrepreneurs à l'école présentement. C'est la période d'inscription jusqu'au 19 octobre. Dans le fond, la Semaine des entrepreneurs, ça se passe du 13 au 24 novembre. Là, c'est présentement la période où est-ce que les professeurs ou les directions d'école peuvent faire des demandes pour recevoir un entrepreneur à leur école. C'est aussi le moment que pour les entrepreneurs qui désirent aller parler de leur parcours, de s'inscrire. Ensuite, je fais les jumelages professeurs-entrepreneurs selon leurs horaires, selon les sujets où est-ce que les classes veulent recevoir l'entrepreneur. Et aussi, dans le fond, aussi, l'entrepreneur, il n'est pas là pour parler de son entreprise, mais qu'est-ce qui l'a incité à devenir entrepreneur? Il parle de lui. S'il parle de son cœur, par son cœur, il parle de lui. Donc, à ce moment-là, c'est facile pour lui d'aller donner une conférence qui est vraiment agréable pour les jeunes. Puis je trouve ça le fun pour les jeunes parce que ça peut être un moment déclencheur dans leur vie pour voir qu'ils peuvent partir en entrepreneuriat. Que c'est une possibilité? C'est ça le but, dans le fond. Hein. Dans le fond, c'est pour justement donner une petite étincelle que, moi aussi, je pourrais peut-être être entrepreneur. Souvent, j'ai eu la chance de participer à des conférences, à assister à des conférences. Puis ce que je voyais souvent, c'était des jeunes, les 2 personnes à qui j'ai pu assister, c'était des jeunes femmes qui, pour elles, travailler de 8 à 4, c'était pas possible. Donc, pour elles, c'était pas dans leur ADN de travailler comme ça. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est là qu'ils ont décidé de partir selon ce qu'ils aiment. Une année, c'est en patrimoine, l'autre, c'est en photographie. Donc, ils sont partis de leur passion pour ensuite en vivre. Donc, c'était vraiment très inspirant. Puis ensuite aussi, le deuxième but, c'est que justement, suite à ces conférences-là, c'est que ça donne le goût justement à la classe de partir à un projet entrepreneurial pour ensuite participer au défi Ose entreprendre.
Les entrepreneurs et les classes, ils ont jusqu'à quelle date pour s'inscrire? La date limite pour s'inscrire, c'est le 19 octobre, s'ils veulent s'inscrire via le web. Mais si des fois, ils ont oublié ou ils ont dépassé la date, c'est quand même possible de communiquer avec moi. Puis ensuite, moi, je peux leur donner les accès sur le site web. Puis, dans le fond, tandis qu'on parle du site web, bien, c'est sur le site Ose Entreprendre Québec, à l'onglet Semaine des entrepreneurs à l'école. Puis si ça se déroule bien, la semaine d'entrepreneurs dans les écoles, les jeunes peuvent monter des projets. Il y a un concours par après qui peuvent se présenter au national, je crois. Exactement. Donc, c'est ça, c'est le défi Ose Entreprendre. Dans le fond, c'est un concours qui se passe en premier lieu au niveau local, ensuite au niveau régional. Au niveau local, c'est plutôt au niveau des centres de services scolaires et au niveau des MRC. Et puis ensuite, là, c'est nous qui embarquons avec l'esprit régional, où est-ce qu'il y a des jurys, où est-ce que les jeunes présentent leurs projets. Puis ensuite, bien, ils peuvent gagner des bourses de 500 $. Et ceux qui gagnent au régional, ensuite deviennent finalistes au national pour leur gagner des bourses de 5 000 $. Donc, c'est très intéressant. L'année passée, j'ai une classe de Gaspé qui a gagné au national. Donc, oui, c'est possible. Un petit projet, une petite idée qui germe dans leur tête et puis ça peut venir vraiment loin, là. Je trouve depuis quelques années, il y a une recrudescence d'intérêt de la part des jeunes pour partir leur propre entreprise. Est-ce que ça se reflète dans les inscriptions? Bien, oui, justement. C'est la deuxième année où est-ce que j'étais responsable régionale du défi Ose Entreprendre et j'ai vraiment remarqué, c'est vraiment quelque chose que j'ai remarqué, que les personnes qui participent au défi Ose Entreprendre, ce sont souvent de très jeunes entrepreneurs. Je dirais dans la vingtaine, début trentaine. Dans les personnes plus âgées, je dirais on en voit moins. Donc, on voit que les jeunes sont créatifs puis sont fonceurs. Puis, dans le fond, c'est ça qu'on veut encourager. Parce que même s'ils ne gagnent pas, on leur donne quand même une visibilité au niveau régional. Donc, les finalistes, puis aussi, on a un gala où est-ce qu'on les félicite et où est-ce qu'on les reconnaît. Donc, même s'ils ne gagnent pas, c'est pas grave, ils sont quand même reconnus puis on les fait connaître. Ça fait que c'est une belle visibilité pour eux. Ouais. Puis, pour justement, quand on part en entreprise, bien, je pense que toute la visibilité est super importante. Et votre chronique, rendez-vous! Bienvenue à votre chronique Rendez-vous. Venez vous joindre à nous samedi le 21 octobre à 18h pour un souper bénéfice au profit du Club Optimiste de Saint-Godefroy. Au menu, soupe, quart de poulet barbecue, dessert, thé ou café. Apportez votre consommation. Musique et animation par Chantal Castillo. Contactez-nous pour vos billets. Fabien Thériault au 418-752-2812, Robert Loisel au 418-752-3915 ou tout autre membre du Club Optimiste. Dans le cadre de sa politique culturelle, la municipalité de Passepébiac souhaite protéger son patrimoine immatériel par différentes actions. Du 16 au 25 octobre, Patrick Dubois, conteur bien connu dans les environs de Carleton-sur-Mer, effectuera une tournée comme il en a l'habitude. Se faire héberger chez l'habitant en échange de ses histoires. Voici les dates à retenir. Le 15 octobre à 14h, lancement de la tournée au Centre culturel de Passepébiac. Du 16 au 25 octobre, tournée du conteur chez l'habitant partout dans Passepébiac. Le 25 novembre à 16h, dévoilement du recueil d'histoires au Centre culturel de Passepébiac. Message à nos membres organismes. Faites-nous part de vos activités à Télévague par courriel au courrier@télévague.com ou véronique.télévague@gmail.com, par téléphone au 418-752-6558 ou par télécopieur au 418-752-6559. Ceci termine votre émission Hebdo4 du 8 octobre. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de vos nouvelles régionales. Passez une bonne semaine.